Merci, Voilà. Ronnie. Je laisse la main à mon cher collègue Nicolas Lennertz, qui est plutôt la bonne personne, la personne la plus technique chez nous, chez Armosa. Nicolas, on parle ici d'expérience de plus que 25. Tu me rajeunis, ça me fait plaisir, Ronnie. Ça fait plus de 32 ans dans le métier maintenant. Voilà. Donc voilà. Un tout grand merci, Ronnie, pour cette introduction de notre entreprise Armosa. Abdelkarim, je vous remercie aussi de cette opportunité de pouvoir partager avec vos clients mon expérience technique. Mes origines se trouvent dans le métier auprès de la société Rentokil. J'y étais 23 ans, j'ai fait du terrain, j'ai géré les équipes techniques. Et par la suite, j'ai décidé, il y a plus ou moins 8 ans, d'aller travailler pour mon fournisseur préféré, qui est Armosa. Et là, j'ai encore pu développer mes compétences en matière de formulation, technique d'application, etc. Donc, ça va être un peu le sens dans lequel je vais approcher ma présentation. Donc, l'objectif, c'est de vous transmettre une certaine connaissance, du savoir-faire, mais avec une approche pratique aussi. Donc, je vous invite tout à fait aussi, en fin de présentation, de poser vos questions ou de me présenter les problèmes que vous rencontrez sur le terrain, parce que justement, c'est ça qui rend notre métier intéressant, c'est les problèmes. Il faut savoir c'est quoi la définition d'être expert. Ben, être expert, c'est l'addition de ses échecs, à condition d'en apprendre. Ouais. Je vais voir si j'arrive à partager la présentation à mon tour. Tu fais partager fenêtre, Nicolas, de manière à pouvoir sélectionner ta fenêtre, ton lecteur PowerPoint ou ton lecteur de slides. Attendez, je vois. Oui, moi je suis en néerlandais et puis sinon, Ronnie, si tu peux le mettre toi, peut-être. Ah, je vois fenêtre. Oui, je crois que je dois y être. Allez, tu vas y arriver, j'en suis sûr. Bravo. Bingo. Donc, tu as Ouais, juste à mettre le il faut diaporama et passer puis en diaporama. Ouais, voilà. voilà. On va chercher la bonne slide et puis c'est bon. Et on va remonter un petit peu. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne version, celle-là, Nicolas, si tu me permets. Oui. Il y avait une version, justement, on avait rajouté également, on avait contribué en matière de… Sinon, Est-ce que tu as, Ronnie? Ronnie, tu as la bonne version. Sinon, Ronnie, je te propose de partager toi à ton tour. Oui, de manière à être sur la bonne version, la dernière version dont on a discuté hier, avec l'ensemble des feedbacks. Voilà. Parfait, nous y sommes. Ronnie, on ne voit plus l'écran. C'est parfait. Je t'en prie, Nicolas. Ok, mais c'est Ronnie qui devra avancer l'écran. Ronnie, tu peux prendre le slide suivant. Hein? Voilà. Alors, tout d'abord, quelle est la particularité de l'azamétyphos? Vous devez savoir, hein, sans doute vous le savez, dans notre métier, on travaille à 90% avec des pyrétrénoïdes. Pyrétrénoïdes qui vont travailler sur le système nerveux à hauteur de la cellule nerveuse et qui va, en quelque sens, perturber la concentration de sodium dans la cellule nerveuse. C'est là que les pyrétrénoïdes vont perturber le signal nerveux dans le système nerveux de l'insecte. Eh bien, l'azamétyphos, tout au contraire au pyrétrénoïde, va plutôt être un perturbateur d'acétylcholinestérase. Donc, il ne travaille pas dans la cellule nerveuse, mais il va travailler à hauteur du synapse. Donc, le synapse, c'est la jonction entre deux cellules nerveuses. Et donc, l'azamétyphos est la dernière matière active qui appartient au groupe des organophosphorés. Les organophosphorés qui travaillent donc à hauteur du synapse, tels que les carbamates, qui travaillent de la même façon.
quel est le grand avantage maintenant? Au quotidien, vous allez utiliser des pyréthrinoïdes et certains insectes vont développer contre un mécanisme des pyréthrinoïdes des résistances, à force d'utiliser toujours les produits avec le même mode d'action. Justement, à ce moment-là, il est bien d'utiliser un organophosphoré qui va bypasser cette résistance. Oui. Alors, comme Ronnie l'a dit lors de l'introduction, Armosa défend l'azamétyphos et est déteneur européen pour l'azamétyphos, mais nous avons également accès à cette matière active pour le Maroc. Alors, l'azamétyphos travaille aussi bien sur les cafards, les punaises de lit, les mouches, les fourmis, les moustiques. On peut aussi bien l'utiliser en formulation de contact, en nébulisation, mais même en appât. Ronnie, tu peux mettre le slide suivant. Alors, comme vous savez, quel est le grand problème lors de l'utilisation d'insecticides? C'est si vous continuez à utiliser toujours des insecticides à base de pyréthrinoïdes, donc les pyréthrinoïdes, ce sont les matières actives qui se terminent sur INE, comme la deltamétrine, la cypermétrine, la pralétrine, etc. Tous ces insecticides-là ont donc le même mode d'action. Au final, vous allez avoir, par exemple, une population de mouches avec une génétique qui résiste à ce mode d'action. Donc, à ce moment-là, il est intéressant de bypasser la résistance en utilisant un autre mode d'action qui est offert par l'azamétyphos. Donc, ce que vous allez faire, ici, on ne va pas vous dire de jeter de bord tous vos autres insecticides à base de pyréthrinoïdes. Nous-mêmes, nous les vendons aussi, mais nous allons vous encourager justement à faire des intervalles. Par exemple, vous allez travailler du mois de février au mois d'avril avec des pyréthrinoïdes et vous allez alors passer sur l'azamétyphos de juin à août, par exemple. Il faut aussi savoir un grand avantage de l'azamétyphos, c'est que l'azamétyphos fonctionne même par haute température, ce qui peut parfois être un problème en cas d'utilisation de pyréthrine ou de pyréthrinoïdes. Très bien, Ronnie, tu peux mettre le slide suivant. Alors, en pratiquant cette rotation, on va réduire la pression de sélection d'une seule classe d'insecticides. Donc, ce qui minimise le risque de résistance au sein d'une population. Donc, vous savez comment se crée une résistance. Vous avez 1000 mouches, vous utilisez toujours le même insecticide et 996 mouches vont mourir. Il y a 4 mouches qui vont survivre le traitement d'insecticides. Et justement, ces 4 mouches-là sont les mouches avec la génétique qui permettent de bypasser l'effet de l'insecticide. Et de cette façon-là, ces mouches vont se reproduire entre elles et vont renforcer ces caractéristiques génétiques de résister, par exemple, aux pyrètres ou aux pyréthrinoïdes. En traitant par la suite avec l'azamétyphos, c'est simple, vous tuez ces 4 dernières mouches, ce qui fait que cette population qui était résistante, au final, a moins d'opportunités de se développer. Tony, slide suivant. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter une formulation à base d'azamétyphos, c'est le Tinox EC. Donc, EC, c'est le type de formulation, donc c'est une émulsion concentrée. Applicable en pulvérisation, donc ça veut dire en surface avec un pulvérisateur à pression. Vous pouvez traiter facilement des surfaces sur lesquelles se posent les mouches, mais également des surfaces, des fentes et fissures dans lesquelles se cachent les cafards ou les punaises de lit. Les insectes volants, vous allez les traiter par nébulisation et vous savez tout aussi bien appliquer l'insecticide en nébulisation à froid, donc avec un fogger, ou par une thermonébulisation, c'est un appareil style IGBA. L'avantage d'une émulsion concentrée, c'est que vous allez avoir un effet choc. Donc, l'effet va être quasiment immédiat. En utilisant du Tinox EC, vous allez clouer votre client au sol parce qu'en déant, les 2-3 minutes, vous allez voir les premières mouches ou les premiers insectes rampants qui sont en train d'agoniser au sol.
c'est tout ce que nous voulons. Nous savons, il faut du résultat dans notre métier, mais le client final aime tout de même avoir un petit peu de spectacle et de voir des insectes morts. Or, vous pouvez l'utiliser contre une large gamme de nuisibles, insectes rampants, volants, donc punaises de lit, les blattes, les fourmis, les mouches, les moustiques, les guêpes. Le Tinox C fera toujours son effet. Ouais. Donc, l'azamétyphos, dernière organophosphorée autorisée. Ouais. L'insecticide est polyvalent et la formulation a un effet choc. Maintenant, il a un effet choc, mais l'azamétyphos a une très belle caractéristique, c'est que l'azamétyphos est suffisamment stable pour offrir un effet prolongé. Donc, c'est un insecticide avec un effet résiduel qui va facilement atteindre 6 à 8 semaines. Alors, vous allez dire, un insecticide persistant, mais quoi avec notre environnement? Eh bien, aussi du côté respect de l'environnement, l'azamétyphos est la matière active idéale. Il faut savoir que l'azamétyphos se dégrade en ayant 2-3 jours en milieu humide. Donc, en présence d'eau, l'azamétyphos se détériorera très rapidement. Donc, si par erreur, votre client rince les surfaces traitées, vous avez de l'appui qui rince le produit. Dès que la matière active est en contact avec l'eau, elle se décomposera très rapidement. D'ailleurs, la plus belle preuve, c'est que l'azamétyphos est entre autres utilisé en Norvège, en Suède, dans les cultures de saumon pour traiter les poux de saumon. En milieu aquatique, le produit fait son effet 2-3 jours et se dégrade. Donc, on ne va pas polluer l'océan et c'est bien pour cela que c'est le dernier organophosphoré autorisé. Ronnie, prochaine. Donc, là, vous voyez le dosage. Donc, un dosage en pulvérisation de 5 millilitres par 5 litres d'eau. Évidemment, vous n'avez en pratique que préparer le volume nécessaire. Donc, tenez en compte, j'ai bien expliqué que l'azamétyphos se dégrade en 2-3 jours s'il est dans l'eau. Si vous préparez un pulvérisateur d'azamétyphos de 5 litres, vous n'avez besoin que d'1 litre, mais sachez que les 4 autres litres seront perdus 2 jours plus tard. Donc, préparez toujours le volume nécessaire à la concentration prescrite. Ouais. Vous allez appliquer plus ou moins 100 millilitres dans 5 litres d'eau pour traiter 100 mètres carrés de surface poreuse. Donc, là où vous allez travailler sur une surface poreuse, vous doublez la concentration. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une surface poreuse, c'est quoi? C'est du béton, de la brique, du bois non traité. Une grande partie de la solution va être absorbée par le matériel. Et pour avoir du résultat, il est important que le matériel, que la matière active soit en contact avec l'insecte. C'est bien pour cela que nous allons doubler la concentration parce qu'une partie de la matière active sera absorbée par le matériel. Donc, si vous oubliez de doubler cette concentration, il est logique que le résultat sera moins bon. En nébulisation, là, vous allez utiliser 50 millilitres dans un demi-litre d'eau pour 500 mètres cubes. Alors, la nébulisation, c'est recommandé pourquoi? Mais surtout pour les insectes volants, les moustiques, les mouches, les guêpes. Mais par exemple aussi des mites alimentaires, vous pouvez très bien les traiter avec du Tinox EC ou par exemple la teigne du tissu, également un très bon produit à choisir dans ce cas-là. Ouais. Ronnie, je t'invite. Voilà, là vous voyez un petit peu la présentation commerciale. Donc, c'est un insecticide à large spectre contre rampants et volants. Vous pouvez le considérer comme un de vos 2 ou 3 insecticides de base dans votre trousse de travail, sachant que toutes les techniques d'application sont reprises en considération, sont utilisables et que vous savez aussi bien traiter les rampants que les volants. Donc, je crois que chaque professionnel de la 3D ou du PCO, comme on dit en Belgique, a un intérêt à avoir cet insecticide
près de la main, surtout sachant que les pyrétrénoïdes vont souvent connaître des résistances. Aussi, en cas de forte chaleur, il faut savoir que les pyrétrénoïdes, au-delà de 30 degrés, ont parfois des difficultés à mettre à mort les insectes. L'azamétyphos ne rencontre pas ce problème-là. Ronnie, prochaine slide. Donc là, vous voyez bien, hein, nous allons appliquer là où l'insecte se trouve, si possible. Donc pour les insectes rampants, hein, important de mettre le produit où les insectes se cachent. Là, vous voyez bien, on traite vraiment dans les fentes et fissures, sur les surfaces où le cafard se cache. Au mieux vous ciblez l'endroit de traitement, au mieux votre résultat sera. Vous voyez, il ne faut que quelques minutes, les insectes seront morts. Donc là, vous êtes sur du béton. N'oubliez pas de mettre votre double dose pour avoir suffisamment de contact entre l'insecticide et votre nuisible ciblé. Voilà. René, je ne sais pas si tu sais me mettre le prochain slide. Donc, en résumé, cafard, punaise de lit et fichoc, pas de résistance, pas d'effet répulsif. Hein. Alors, bien à savoir, c'est que si vous utilisez des gels attractifs pour traiter les cafards, les gels, c'est quoi? Ben, c'est un attractif, c'est un appât. Si vous mettez un appât sur un pyrétrénoïde, le pyrétrénoïde a un effet répulsif. Donc, vous ne savez pas traiter dans une cuisine, par exemple, avec un insecticide pyrétrénoïde, avec la cypermétrine, la deltamétrine, et un gel attractif en même temps, parce que c'est une contradiction. Vous mettez un répulsif, en quelque sorte, l'insecticide, et puis vous mettez un attractif sur la surface traitée. Mais avec l'azamétyphos, avec le Tinox-EC, vous n'avez pas cet effet. Il faut même savoir que l'azamétyphos est utilisé en appât pour cafard, par exemple. Donc, il n'y a aucun effet répulsif. Vous savez très bien combiner le Tinox-EC avec vos gels cafards sans aucun souci. Lors de traitement de punaises, souvent, un des effets qu'on a, c'est qu'on va débusquer les insectes en mettant des pyrétrénoïdes dans les fentes et fissures. Lorsqu'on débusque les insectes, on risque justement de propager la problématique. Vous traitez une chambre 202, en fente et fissures, les punaises essayent de fuir par les gaines techniques et se retrouvent dans la chambre 200 et la 204. C'est pas ce que nous voulons. Avec le Tinox-EC, vous n'allez pas avoir cet effet-là. La punaise de lit retourne dans sa cachette traitée. Il n'y a pas d'effet répulsif. Vous allez juste débusquer brièvement parce que vous mouillez le lieu de nidification de la punaise, mais par après, elle retournera dans son lieu de nidification habituel. Très bien, Ronnie, tu peux avancer. Oh, chez Armosa, on pense toujours du côté pratique. Hein. Donc, ce que nous allons faire, vu que l'environnement, c'est important, le dosage correct, c'est important, hein, nous vous encourageons à travailler comme des professionnels à la bonne dose. Nous allons changer le flacon hein, d'un litre vers un flacon doseur, sans surcoût pour le prestataire, juste pour vous encourager à travailler correctement. L'année prochaine. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des questions au niveau Tinox-EC, rassemblez-les. Vous pouvez les mettre dans le chat et en fin de session, nous allons parcourir toutes vos questions. Là, nous allons passer sur le produit Bromatox. Alors, Bromatox, c'est quoi? C'est un bloc rodenticide avec 50 ppm de bromadiolone. Pourquoi 50 ppm? Parce qu'on sait que la bromadiolone, il faut du 50 ppm pour avoir un bon résultat. Si vous travaillez avec du 15 ppm ou du 20 ppm en bromadiolone, ça va être un tout petit peu juste. Ouais. Quel est le grand avantage de la bromadiolone? Il faut savoir que toutes les matières actives, tous les anticoagulants donnent une certaine dérive de goût à l'appât. Et les rats, les souris sont très sensibles au goût de l'appât que vous allez proposer, surtout en concurrence alimentaire. Et la bromadiolone est la matière active
qui donne le moins de dérives de goût. Donc, ça va faire des appâts qui vont être facilement acceptés par les rongeurs. Or, le bromatox, c'est un bloc paraffiné. Alors, vous allez me dire, mais des blocs paraffinés, il y en a des dizaines sur le marché. Où est la différence du bromatox? Mais c'est justement la matrice alimentaire que nous avons composée. Le bloc est conçu de paraffine, mais la paraffine, vous avez beaucoup de qualités de paraffine. Vous avez de la paraffine industrielle qui va par exemple servir à rendre du papier hydrofuge pour faire des sacs à pain par exemple. Vous avez de la paraffine qui va être utilisée de façon technique dans l'industrie. Mais ici, nous avons utilisé une paraffine alimentaire. Ça veut dire que c'est une paraffine de haute qualité qui a un goût acceptable et même plus qu'acceptable pour la souris ou le rat. Dans la nature, les souris et les rats ne mangent jamais de paraffine. Donc, vous devez choisir une paraffine qui ne va justement pas être répulsif. Nous avons choisi la meilleure paraffine. Ça, c'est déjà un de nos premiers secrets. Le deuxième grand secret, c'est que nous n'allons pas seulement utiliser de la paraffine alimentaire, mais nous allons rajouter un pourcentage de graisse. Et la graisse a le grand avantage, c'est que ça donne un effet de satisfaction à l'animal quand il va consommer le bloc. Donc, il se sent bien, il a mangé comme une bonne petite pâtisserie bien grasse. Il a un bon sentiment de satisfaction. Et alors, à tout cela, c'est quoi l'aliment naturel du rongeur? Ne l'oublions pas, c'est très important. Dans la nature, les rongeurs ne mangent pas de la pâte, ne mangent pas des blocs, mais mangent des graines et semences. Et nous avons rajouté des semences, des graines de haute qualité dans le bloc. C'est quoi une graine de haute qualité? C'est une graine qui a une haute contenance en protéines. Donc, des céréales, le froment que nous utilisons a au moins 15% de protéines. Et vous seriez étonné, mais les rats et les souris savent bien faire la différence entre une céréale qui a 13% de protéines et une céréale qui a 15%. Alors, qu'est-ce que nous allons faire en plus de cela? À côté du choix d'ingrédients, nous allons concasser la céréale. Parce qu'il faut savoir qu'un grain de froment, vous avez une enveloppe autour du grain, nous allons le concasser avant de faire le mélange. Donc, quand nous faisons le mélange, le grain est déjà concassé, ce qui permet à la matière active de rentrer dans le cœur de la céréale. C'est là où se trouve la protéine. Donc, la matière active est bien absorbée dans la céréale qui puis est remise dans un bloc. Ce qui fait que si le rat, la souris, et surtout les souris ont un comportement de peler les semences et les graines et laisser les peaux de graines de côté, si elle mange le cœur de la graine de froment, elle va vraiment manger la matière active. Et c'est cela que nous voulons. Hein? Le rongeur doit consommer la matière active pour avoir son effet. Comme vous le savez, les anticoagulants ont un grand avantage. C'est que la souris, le rat ne vont jamais se rendre compte qu'ils sont en train de manger du toxique parce qu'il y a un effet retardé. Ce n'est qu'après 4 ou 5 jours que l'anticoagulant a un effet sur le métabolisme du rat, de la souris, et c'est là qu'ils deviennent malades. Mais au moment où ils deviennent malades, c'est trop tard, ils ont déjà pris la dose létale ou la dose mortelle, comme on dit. Et donc, vous n'allez pas avoir d'effet où les rats, les souris vont éviter les appâts en faisant le lien entre l'appât et la toxicité. Pour cela, il est très important, évidemment, que le rat, la souris, ait des rodenticides à disposition en permanence. Ça veut dire que je vous conseille de faire des suivis rapprochés de vos appâts. Si, par erreur, vous ne faites pas un suivi assez rapproché et que les boîtes à appâts sont vides, là, évidemment, si l'animal n'a pas pris la dose mortelle, il peut faire le lien entre la toxicité et le manque d'appât et le fait de devenir malade. Donc, moi, je vous conseille pour les souris, vous savez, les souris sont très curieuses de nature, rentrent déjà dans les boîtes après 1 ou 2 jours, faites votre suivi tous les 3 à 5 jours. Les rats sont néophobes, faites votre suivi pour les rats au moins après 5-7 jours pour vous assurer qu'il y ait suffisamment de blocs à disposition. Alors, la règle, c'est
si une boîte d'appâtage est tout à fait vide, vous reconditionnez la boîte, mais vous allez rajouter une boîte complémentaire. Donc, on ne va pas doubler la quantité d'appât dans la boîte, mais on va plutôt doubler le nombre de boîtes. Ce qui va permettre, si vous avez une forte infestation, à chaque rongeur d'aller consommer à l'aise dans la boîte, de ne pas être dérangé par un autre rat dominant, par exemple. Vous le savez très bien, les souris sont curieuses, vont accepter facilement les boîtes d'appâtage. Les rats bruns, les rats noirs sont très farouches, néophobes. Donc, même si vous n'avez pas d'infestation, mettez déjà vos appâts en place. Ça permet de bypasser la néophobie des rongeurs. De cette façon-là, les rongeurs qui sont incontinents mettent une piste d'odeur vers le bac, l'odeur de rat ou de souris dans la boîte, et les confrères vont justement se déplacer sur ces pistes d'odeur et retrouver les bacs avec les appâts. Donc, cette technique-là, ça s'appelle le pre-baiting. Donc, en quelque sorte, vous allez appâter même avant qu'il y ait une population, de telle façon qu'un nouveau rat, une nouvelle souris, retrouve rapidement le bac, mette une piste d'odeur vers le bac, et comme ça, les confrères retrouveront facilement les boîtes d'appâtage. Alors, le bloc est hydrofuge grâce à la paraffine. Ça veut dire que le bromatox, vous pouvez aussi l'utiliser dans des conditions relativement humides, comme les égouts ou des caves, par exemple. Il est disponible au Maroc en 2 poids, le 20 grammes et le 50 grammes avec un crochet, ce qui vous permet de fixer le bloc de 50 grammes dans le poste d'appâtage ou de le suspendre à une petite ficelle dans les égouts, juste au-delà du niveau des eaux. Ronnie, tu peux avancer. Là, vous voyez le bloc de 20 grammes qui est idéalement prévu, point de vue taille, pour s'adapter à la plupart des boîtes d'appâtage. Pour le rat brun, le rat noir et la souris domestique, la Mus musculus. Ouais. Le bloc est aussi, la paraffine est suffisamment résistante à des hautes températures. Donc, même au-delà de 30-35 degrés, la paraffine ne va pas fondre, elle est suffisamment stable aux températures. Prenez, prochaine. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez un bloc hydrofuge, vous avez celui de 100 grammes et de 50 grammes. Pourquoi 2 poids? Ben, ça vous permet d'économiser sur votre consommation de rodenticides. Vous allez calibrer le bloc en fonction de la taille de l'infestation ou du nombre de postes d'appâtage que vous pouvez mettre ou la fréquence de visite. Alors, souvent, dans les postes d'appâtage pour rats, vous avez 2 raviers, un à gauche, un à droite. Mais ce que moi, je vous conseille pour être économe sur vos blocs, vous mettez un bloc à gauche de 50 grammes et un à droite de 50 grammes. Si les blocs sont consommés, vous voulez savoir évaluer la fois d'après s'il y a eu du passage. Les blocs consommés, vous les mettez toujours à gauche du bac et vous remettez à droite un nouveau bloc intact. Et de cette façon-là, vous ne devez pas jeter vos blocs et vous savez faire le suivi tout en étant économe sur vos produits. Prenez. Là, vous voyez le 50 grammes, donc idéal également pour dans les égouts. Ouais. Alors, si les eaux dans les égouts montent à cause d'une forte pluie, par exemple, le bloc va résister facilement 12 heures, une journée aux montées des eaux. Dès que les eaux descendent dans les égouts, le bloc sera quasiment intact et il fera encore office correctement pendant plusieurs semaines. Donc, grâce à la matrice alimentaire, le bloc est aussi bien accepté par le rat brun, le rat noir et la souris commune, la souris domestique. Oui, René. Alors là, vous avez quelques présentations des feedbacks que nous recevons de nos clients à travers le monde entier. Alors, nous vous encourageons à faire la même chose. Donc, n'hésitez pas à remettre vos feedbacks à votre distributeur PAN. Par la suite, il reviendra vers nous. Et là où on reçoit du feedback, ça nous permet aussi à faire évoluer nos produits et à améliorer la gamme encore en fonction de vos besoins de terrain et d'efficacité.
Ouais. Alors, vous devez savoir, la qualité du produit, ce n'est qu'un pourcentage de votre réussite. Et c'est pour ça que je tiens à vous remercier aussi de votre participation parce que s'informer et développer ses compétences, c'est la deuxième partie importante de votre réussite sur le terrain. Il faut s'informer et se former. Si vous appliquez pas correctement les produits, nous, on a bon développer des bons produits, l'application est tout aussi importante. Et c'est là que fait la différence entre le professionnel qui applique et le consommateur qui, lui, à la maison, va appliquer peut-être un produit ressemblable sans savoir-faire. Oui. Voilà, je suis là pour vous. J'espère recevoir des questions et si je n'ai pas la réponse, je la chercherai au cours des jours suivants. Je vais Merci ouvrir. Nicolas. Oui, Merci avec beaucoup. plaisir, René. Je ne C'était sais pas. fantastique comme d'habitude. Voilà. Bon, Je vais voir au chat dans le chat s'il y a des questions. Ah, René, c'est toi, c'est ton écran, donc tu dois. ouais, mais il y aura Ah, là, je vois. questions. Voilà, j'ai trouvé les Il y a questions. plusieurs questions, effectivement, Nicolas. On va À la effectivement fin. laisser Ronnie avancer sur les feedbacks. Et puis après, les questions, je les ai Oui. notées. Et on va continuer. Et puis, on répond aux questions une par une à la fin, si vous le voulez bien. Parfait. OK. Parfait. À tout de suite. Allons-y. Bon, juste pour la partie présentation de feedback concret d'utilisateurs à l'international, un de nos partenaires en Grèce, il est revenu vers nous avec 4 témoignages. De la part, par exemple, ici, ils ont eu des résultats impressifs contre les cafards dans les boulangeries à dose de 20 ml par litre. C'était très difficile parce que là-bas, la Fendona, le produit chez BASF, basé sur alpha-cypermétrine, est le market leader. Mais ils n'ont pas trouvé une solution avec ce produit, mais ils ont trouvé la solution avec le Pinox EC. Des résultats excellents contre les araignées à l'extérieur. Bien sûr, fast lockdown contre les cafards, comme la vidéo qu'on vient de montrer, qui était prise par notre partenaire PAN. À l'intérieur où il y avait une infestation très difficile et l'opérateur a juste donc il a commencé par et quand il est parti pour faire appliquer le produit dans le deuxième partie, quand il est revenu, tous les insectes étaient déjà morts. Et ils ont eu aussi de très bons résultats contre les punaises de lit. Aussi, bien sûr, traiter les punaises de lit, c'est pas facile. Mais avec ce produit, les résultats étaient très compétitifs et efficaces. C'est notre partenaire Protecta Grèce. Donc, Partiv France. Donc, ici, le gérant, le Mourad Traka de Gare Anténusible, région à l'Est. Le Tinox est entré dans mon protocole d'intervention pour quasiment toutes les espèces de nuisibles rampants, notamment les blattes et les punaises de lit. Il me permet d'assurer des résultats efficaces à moyen et long terme tout en contournant les phénomènes de résistance. Bien sûr, on parle ici d'organophosphorés que l'on rencontre de plus en plus sur le terrain. Kevin Granada, dirigeant de Cosmos 3D à Paris. J'utilise le Kleenox C depuis plus de 3 ans pour mes traitements contre les blattes, ainsi que pour les punaises de lit en second passage. Sa bonne rémanence et sa capacité à rester actif même dans des environnements parfois sales sont très rassurantes, notamment en comparaison avec d'autres émissions concentrées du marché. Léo Dodnay, dirigeant de Nusible 13 à Marseille. Mon équipe utilise le Tinox C dès le premier passage lors des traitements contre les punaises de lit. Il permet d'éliminer rapidement les insectes visibles tout en conservant une excellente rémanence jusqu'à l'intervention suivante. Le fait que les clients retrouvent régulièrement des insectes morts après traitement est très rassurant pour eux.
surtout dans un contexte où les interventions punaises de lit sont souvent source de stress. Eddie Badou, pardon, co-gérant Noxious Solutions Lyon, nous avons lancé la société avec mon associé il y a 1 an et demi sans avoir une grande expérience des produits chimiques. L'utilisation du Tinox nous a permis d'obtenir d'excellents résultats, y compris dans des environnements où les insectes sont peu visibles lors du passage. Grâce à sa forte rémanence, nous avons également constaté de très bons résultats sur des sites infestés depuis plusieurs mois avant notre intervention. Ici, on parle de Bromatox, un de nos clients en Arabie Saoudite. Donc, ils ont utilisé le Bromatox. Bon, depuis qu'ils ont commencé à utiliser le Bromatox, c'est un produit très efficace sur le marché d'Arabie Saoudite, où il y a plusieurs produits. Bon, la formulation ou le matrix, la matrice de ce produit entre la cire et les engrais rendent ce produit très résistant à l'humidité et même à la haute température. Et le produit est plutôt très, très bien utilisé pour ce qui est dans les entrepôts, dans les food storage areas et des sites industriels. Et il est rémanent et bien sûr bien apathisant pour les rongeurs. Et les résultats sont très efficaces. Et les callbacks, ce qui est le plus important pour un prestataire, sont rares. Donc, le Bromatox Block est devenu un des produits les plus utilisés dans leur Task Management Program. Et ça, je peux dire que c'était un challenge pour notre partenaire pour Armosa, mais c'était un des produits les plus utilisés par la municipalité de Mecca pour tout ce qui est tous les projets Pest Control. Donc après, ici, on parle de Tinox SC, ça c'est... Je peux, oui, effectivement, apporter quelques précisions. Oui, Alors, s'il vous plaît. au-delà de l'aspect football, hein, puisque là, on parle d'un feedback de nos confrères au Sénégal. C'est légal, mais Ici, c'est ça. Bah. voilà, exactement, exactement. Donc, c'est pour ça que je faisais la référence très subtile au football, puisque c'est bon, Oui. là, je pense on peut en parler, c'est digéré, c'est bon, c'est accepté. Ouais, c'est bon. Allez, bref. Félicitations à eux, en tout cas. Concernant le feedback sur le Tinox C au niveau du Sénégal, vous avez ici une première chose qui a été citée par Nicolas, qui était très intéressante, c'est-à-dire le dosage. Il est très important de ne pas aller chercher à multiplier les doses outre mesure. Il faut travailler avec des doses précises et avec des mélanges. Le mélange est assez facile avec le C, puisque c'est une émulsion qui va très facilement se mélanger à l'eau, apporter une certaine stabilité au moment de la pulvérisation, bien entendu. Et ici, donc vous avez le dosage à gauche pour rappeler que les EPI commencent, le port des EPI commence au moment du mélange et pas après le mélange, puisque c'est là où vous manipulez le produit avec une haute concentration. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a une petite vidéo, si tu peux la démarrer sur la droite, Ronnie, si tu peux cliquer, voilà, Oui. parfait. Ici, vous avez la petite vidéo qui vous remontre l'effet de fixation. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est, j'ai envie de dire, uniquement anecdotique ou passager, c'est quelque chose qui est assez fréquent sur les problématiques de cafards. Là, c'est une fosse qui a été traitée en face d'un hôtel. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur qu'en utilisant des fumigations, enfin de la thermonébulisation, ou alors des produits avec très débusquants, ils avaient peur que ça se retrouve dans l'hôtel, qu'il y ait une résurgence au niveau des léconomas et des sous-sols. Donc, ils ont utilisé le Tinox et vous voyez, il y a une très, très forte efficacité effet choc. Ça, c'est immédiatement après la pulvérisation. Ça a duré 1 minute. C'était très rapide. Voilà, tu peux peut-être repasser sur l'autre slide. Voilà, ici, vous avez Simstafa, je crois, de Rabat, qui nous a envoyé cette vidéo. Une pulvérisation autour d'une villa. Il a si ma mémoire est bonne. Donc, vous avez ici, je l'ai remis en boucle, mais c'est la pulvérisation assez généreuse d'ailleurs au niveau du regard. Et puis, juste après la pulvérisation, si tu peux aller sur l'autre vidéo, Ronnie, on va voir l'effet de fixation. Voilà, qui est juste là. Vous voyez, ça, c'est juste après la pulvérisation. Donc, qu'est-ce qu'on remarque?
la plupart des populations sont restées sur place. Ça, c'est l'effet qui a été cité par Nicolas tout à l'heure, à savoir que ça ne débusque pas, ça ne fait pas fuir. Donc, vous n'avez pas ce phénomène d'excitorépulsion ou de débuscage. Ce qui est un bon point pour les problématiques d'insectes invasifs ou d'insectes qui sont assez mobiles, avec beaucoup de déplacements actifs. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. On peut aller à la slide suivante pour montrer également un feedback qui mérite une certaine explication ici. Vous avez deux photos. Donc là, il n'y a pas de vidéo, c'est deux photos. Vous avez sur la droite, on va commencer par la photo sur la droite, plutôt la photo centrale, avec le bloc qui est consommé. Donc on voit ici assez caractéristiques, hein, les morsures, le comportement alimentaire des souris. Donc là, vous avez des souris qui sont venues euh, consommer ou en tout cas aller grignoter le bloc. Donc ils ont moi je dis souvent que c'est un comportement alimentaire assez compulsif parce que ils vont grignoter de petites parts et généralement ils vont répartir leur régime alimentaire sur différentes positions, différents postes. Elles sont très actives et très mobiles. Et ce que vous avez sur la gauche, alors là, il ne faut pas se tromper. Vous avez une souris, très bien, dans un poste d'appâtage, vous le voyez tous sur la gauche, avec un bloc. Donc là, c'est une résidence qui a été traitée avec plusieurs postes d'appâtage, pas un seul. Les postes ont tous montré ce type de comportement alimentaire. Et là, je rejoins parfaitement ce qu'a dit Nicolas. Il a parlé quelque chose de très important tout à l'heure en parlant de la technique d'imprégnation. Et le fait qu'il y ait une imprégnation à cœur, que le céréal soit concassé, qu'on est sûr que la bromadiolone qui est contenue dans la matière active, dans l'embromatox, soit bien répartie, il a suffi que les souris mangent plusieurs fois le bloc pour commencer à montrer des signes d'intoxication. Et puis, on sait que quand il y a des signes d'intoxication, il y a un comportement un peu erratique chez les rongeurs qui peuvent aller mourir soit dans des faux plafonds, soit dans des recoins, ou là, ici, dans un poste d'appâtage. Donc, qu'on ne se trompe pas, ce n'est pas la consommation immédiate du bloc qui a occasionné la mort. Hein, ce n'est pas ce qu'on vend, puisqu'on est professionnel ici autour de ce webinaire. Mais ce qu'on va expliquer, c'est que ça, c'est un challenge, parce que la matière active, la bromadiolone, c'est peut-être pas la première matière active à laquelle on pense, Nicolas, en général, quand on veut faire du traitement souris. En général, on essaie de penser beaucoup plus à Brodifacoum et autres. Mais là, c'est la qualité d'imprégnation qui a garanti que même avec un peu de consommation répétée sur plusieurs postes, on arrivait à cette efficacité, donc à savoir la mortalité sur les populations. Ici, c'est une souris, mais il y en avait, bien entendu, d'autres. Voilà, Ronnie, je pense que je ne sais plus s'il y a un autre feedback qu'on avait enregistré. Je vais peut-être donner la parole avant les questions-réponses à une cliente, Madame Hayat, qui, je vais ouvrir les micros, et qui voulait partager un peu son expérience sur le Tinox. Elle est basée à Marrakech et elle voulait nous donner son feedback par rapport au produit. Donc, vous avez, Madame Hayat, ici le micro qui est ouvert, qui est les micros que vous pouvez activer. Donc, il a كنتي معنا حياة تفضلي. Oui, oui, bonjour. On vous entend parfaitement, Hayat. مرحبا مرحبا Oui, تفضلي. donc, tout d'abord, je vous remercie pour cette formation enrichissante. Donc, pour le Tenox, je l'utilise depuis plus que 3 ans. Pour moi, c'est un produit de joker. Je l'utilise c'est un insecticide de choc que j'utilise pour les cafards et contre les punaises de lait. Donc, pour moi, si j'ai des clients à forte infestation des cafards, la première des choses, ou bien le premier produit que j'utilise, c'est le Tenox. D'accord. Donc, deux objectifs. C'est le premier, c'est de réduire la population. Et le deuxième, c'est l'effet choc que fait le Tenox. Et D'accord. donc, pour les punaises de lait, je l'utilise surtout dans les premières interventions pour tuer toutes les punaises adultes. D'accord. Donc ça, en première Donc, intervention de la Hayat, oui, sur les punaises de lit, en effet choc du premier passage, c'est ça? oui, oui. D'accord. Et D'accord. aussi, lorsque j'ai des réclamations, donc je l'utilise aussi lorsque j'ai des réclamations des clients, surtout des riades, etc. Donc, il n'y a pas le temps pour attendre qu'on utilise les autres produits ou bien des gels. Dans ce cas-là, j'utilise le Tenox et après la pulvérisation, il y a une immobilisation rapide des cafards.
Donc, pour moi, c'est donc le produit le plus important qui doit être dans ma voiture dans les cas d'urgence. Très bien. Merci beaucoup, Madame Hayat, pour Merci. le témoignage. Shukran, Merci. tabarak Allah alayk, shukran bzaf. Oui, Nicolas, je merci pense beaucoup. que ça rejoint à peu près également les retours que vous avez, à savoir cette notion d'effet choc, cette notion d'abattement notamment assez rapide. Est-ce que c'est quelque chose qui ressort chez vos utilisateurs un peu partout? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a comme feedback dans le Benelux aussi, surtout dans les grandes villes où les problématiques deviennent de plus en plus complexes à gérer. Ben, ils utilisent le Tinox comme outil de base, ce qui n'empêche pas d'utiliser d'autres insecticides en complémentaire. C'est ça le grand avantage aussi. Le Tinox n'est pas une contradiction, comme j'ai vu dans le chat, par exemple, à utiliser en deuxième ou troisième application, ou même voir en aligné immédiat des gels d'insecticides contre les blattes. Hein, vous allez avoir votre effet choc avec la rémanence excellent d'au moins 2-3 semaines du Tinox C, et vous mettez vos gels, blattes, en protection pour les 2 ou 3 mois à suivre quand même. Donc, vous savez très bien utiliser le Tinox avec vos produits habituels, il n'y a aucun souci. Et vous avez tous les avantages de votre produit habituel plus le Tinox à ce moment-là. Merci beaucoup, Nicolas. On va répondre à une question et puis après, on va enchaîner avec Mehdi qui a levé la main. On te demande de garder la main levée, Mehdi, pour l'instant, le temps de revenir vers toi. On va revenir peut-être à une ou deux questions qui ont été posées. On va prendre les deux questions qui ont été posées par Sichemsi dans un premier temps et on ira sur d'autres. La première question de Sichemsi, c'est de demander pourquoi est-ce qu'on pourrait utiliser le Tinox en fumigation. Alors, en fumigation, c'est la thermonébulisation, bien entendu. Surtout Oui. pour reprendre les termes de Sichemsi qui dit pour ratisser les zones inaccessibles contre les insectes volants. Alors, la thermonébulisation, d'abord, expliquons un peu pour ceux qui ne sauraient pas encore, c'est quoi? Mais en fait, vous devez voir, c'est un moteur thermique, donc un moteur comme le moteur de votre voiture. Et vous avez pas une voiture électrique, hein, maintenant on doit commencer à préciser, mais donc une voiture à essence ou à diesel, à gasoil, et vous avez le pot d'échappement. Et le pot d'échappement de votre voiture chauffe. Et nous allons faire goûter l'insecticide concentré ou à queue, une solution d'insecticide, sur le pot d'échappement, ce qui va faire une vapeur. Donc l'insecticide va s'évaporer. Et donc, une vapeur va se disperser à travers toute la pièce. Le grand avantage d'une vapeur, c'est que c'est chaud et ça monte. Donc, quand vous nébulisez en thermique et que vous avez votre appareil de thermonébulisation, pensez-y que la vapeur va monter. Donc, si vous avez des zones cachées, difficilement d'accès plus basses, tenez toujours l'appareil vers le bas. Les zones plus hautes, la vapeur se dispersera d'office plus haute, de façon naturelle vers le haut. Ouais. Alors, cette fumée va facilement pouvoir se propager à travers les lieux à traiter 30-40 mètres plus loin. Seulement, ça se prépare. Une bonne thermonébulisation, qu'est-ce qu'il faudra tout d'abord faire? C'est calculer le volume que vous avez à traiter. Ouais. Parce que sinon, vous ne savez pas déterminer le dosage nécessaire. Et alors, au mieux, vous êtes mobile, donc dynamique avec votre appareil, au mieux, la dispersion de votre insecticide sera. Donc, si vous avez un grand hall à thermonébuliser, vous savez, vous promenez à travers le hall. Maintenant, ça peut aussi très bien se faire dans des égouts, par exemple. Évidemment, vous n'allez pas vous promener à travers l'égout. Donc, important à ce moment-là, c'est d'ouvrir suffisamment de regards et de nébuliser dans chaque égout, hein, dans chaque regard d'égout. Si vous avez un regard tous les 50 mètres, c'est facile de savoir si vous avez bien atteint tous les lieux. Vous ouvrez le premier, vous nébulisez dans le premier égout, ouais, et puis vous allez vers le regard suivant, 50 mètres plus loin. Si vous attendez 1 minute, normalement, vous devriez voir ressortir le brouillard, hein, la fumée, par le deuxième regard. Et puis, vous retraitez ce regard-là pour atteindre de nouveau 50, 80 mètres plus loin, hein, les lieux, les espaces, les combles. Alors, faites quand même attention, hein, quand vous traitez les égouts,
vous avez un moteur à explosion, un moteur thermique, ça fait des étincelles et dans les égouts, vous pouvez avoir du méthane. Donc, s'il y a des matières organiques qui s'accumulent, s'il y a insuffisamment de dénivelé dans l'égout, du méthane, un gaz, peut se développer dans l'égout et si vous mettez à ce moment-là le pot d'échappement dans l'égout, vous risquez une explosion. Donc, l'idéal pour votre sécurité, ayez un détecteur de méthane sur vous. Vous ouvrez le regard, vous mesurez s'il y a du méthane et si c'est bon, là, vous y allez. Pensez toujours à votre sécurité. Ouais, il y a déjà eu des accidents de ce type-là, Nicolas, avec des retours de flammes. C'est le moins qu'on puisse dire. Et les détecteurs de gaz qui ont été précisés par Nicolas sont en général, vous les retrouvez chez également les sociétés qui vendent en général les équipements de protection pour les espaces confinés. Vous allez retrouver chez eux en général des détecteurs de gaz et notamment le détecteur méthane. Il y a une deuxième question avant qu'on donne la parole à Simehdi qui est avec nous. C'est une question, je pense qu'on y a déjà répondu, mais c'est peut-être pour confirmer. C'est une question sur la combinaison avec Tinox et les gels, à savoir est-ce que c'est compatible avec tous les gels. Il y a des gels qui ont été cités ici qui sont de la gamme PAN, mais vous pouvez très bien travailler parfois, certains d'entre vous, avec d'autres gels que des gels de la gamme PAN. Donc je pense, Nicolas, on peut très facilement dire que le Tinox, c'est une propriété intrinsèque et quel que soit le gel que je vais utiliser, il y a compatibilité. Tout à fait. Compatibilité totale, contrairement à certains autres insecticides. Ce sera même complémentaire. Donc, non, allez-y, il n'y a rien qui vous retient. Mettez aussi vos gels, si possible, près des lieux nidification. L'efficacité sera tellement mieux si vous le mettez derrière le lave-vaisselle. Parfois, je vois des gels qui sont mis à 3 mètres de distance du lieu de nidification. Oui, on aura de l'acceptation, mais si on met près du lieu de nidification, ça va 10 fois plus vite. Donc, traitez d'abord avec votre Tinox EC, vous laissez sécher le produit. Une fois que le produit est sec, vous mettez vos points de gel habituels près des lieux de nidification sur les pistes de passage des cafards. Merci beaucoup, Nicolas. On va donner la parole à Simehdi, je t'en prie. Merci pour ta patience. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez, madame? On t'entend parfaitement. On t'entend. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Alors, ma question, elle ressemble beaucoup à la question précédente. C'est par rapport au produit que vous avez dit qu'il y a, moi, Tinox, je sais qu'il a une efficacité choc très, très rapide. Et je n'arrive pas à comprendre comment un produit qui a un effet choc tellement rapide peut ne pas être répulsif. Et aussi, sur le fait qu'on puisse l'utiliser avec le gel, est-ce que si on met par exemple des gouttes de gel et les gouttes de gel rentrent en contact directement avec le liquide, est-ce que c'est dangereux ou pas? Alors, tout d'abord, Mehdi, quand tu vas appliquer le jet d'insecticide dans le lieu de nidification, un cafard ou une punaise vive dans une fente et fissure, le fait de mouiller l'insecte, évidemment, ça va le déranger et ça va le débusquer. Mais il ne va pas se déplacer de 10 mètres parce que vous avez justement cet effet choc qui va faire que l'insecte va s'immobiliser, son système nerveux est rapidement attaqué et il ne va pas pouvoir se disperser vers les locaux adjacents ou prendre la fuite par un égout pour aller 10 mètres plus loin. Ouais. Donc, c'est vrai que tu dérangeras l'insecte, tu verras bien que quand tu traites, l'insecte va devenir mobile, mais il ne va pas se déplacer sur 10 mètres. Il restera cloué au sol et va mourir près du lieu de traitement. Ça, c'est une première chose. Je ne sais pas si ça donne un peu réponse à ta question. Il faut savoir que exactement, ça répond à la question. Merci beaucoup. Et pour l'autre question, si le alors, si jamais pour l'autre question, alors, ce que moi je conseille, c'est d'attendre que votre Tinox EC soit sec avant de l'appliquer. Pourquoi? Parce que l'humidité peut liquidifier votre appât. Le gel que vous mettez, c'est en quelque sorte une matrice alimentaire. Ce sont des sucres avec des arômes et la matière active. Et c'est un peu comme si vous mettez un petit bout de sucre dans votre café. Qu'est-ce qu'il va faire, le sucre, dans votre café ou dans votre thé? Il va dissoudre.
et il va dissoudre. Et c'est pour ça que je dis, si vous mettez le gel sur une surface mouillée, les sucres vont aussi se dissoudre dans le liquide que vous avez fait pour faire votre mélange d'insecticides. Hein. Mais point de vue composition, pour donner un exemple, le tinoxgel, la matière active, la molécule du tinoxgel, c'est quoi? C'est de l'azamétyphos, comme le tinoxC. Donc, vous n'avez aucun risque d'anéantir l'efficacité en faisant une combinaison des deux produits. Ouais. Mais attendez qu'il soit sec pour que la matrice alimentaire reste intacte. C'était très clair. Merci beaucoup, Nicolas. Merci de votre question, Mehdi. Bonne continuation. Alors, on continue sur une question. Merci Nicolas pour ces précisions. C'est une question de M. Mohamed Chemsi sur la résistance à l'humidité pour le bromatox. Dans combien de temps vous suggérez un deuxième passage de contrôle pour alimenter et surtout changer de dotation bromatox pour avoir une bonne consommation? Alors, sur cette question, je pense qu'il y a plusieurs volets. Tu as répondu bien sûr tout à l'heure sur certaines phases, mais peut-être faire un rappel sur ce point-là. Oui. Oui. Alors, tout d'abord, je crois qu'il faut d'abord, avant tout, faire l'évaluation dans quelles conditions, dans quel environnement nous allons travailler. Ouais. Hein? Nous allons voir aux traces que nous allons remarquer, les excréments, les dégâts, mais aussi tout ce que votre client peut vous communiquer, parler surtout avec votre client. Votre client, c'est votre caméra d'observation. Il peut vous raconter plein de choses. Avec quelle fréquence il voit les rongeurs? Où est-ce qu'il les voit? Hein? Où est-ce qu'ils vont se nourrir habituellement? Un rat doit s'abreuver. Vous savez que la souris peut survivre sans s'abreuver, mais un rat doit toujours s'abreuver. Donc, vous vous informez un maximum et à partir de là, vous allez faire une évaluation du degré d'infestation. Où il faut choisir les endroits stratégiques. Et le rat noir, mais aussi le rat brun ne vont pas rentrer facilement dans les bacs d'appâtage. Donc, il faudra évaluer. Parfois, certains postes d'appâtage ne vont pas être visités pendant 1 mois, 2 mois. Oui. À ce moment-là, moi, mon conseil, c'est si vous savez le faire en toute sécurité, mais je dis bien en toute sécurité, ça veut dire hors présence d'enfants ou d'autres animaux domestiques, faites un appâtage en galerie. À ce moment-là, l'acceptation de l'appât sera bien plus rapide. Vous amenez l'appât à domicile. Moi, mon conseil technique, la bonne pratique, c'est déjà pour les rats de faire un suivi en ayant 1 semaine à 10 jours maximum. Parce que si vous avez des bacs qui sont entièrement vides après 1 semaine, à ce moment-là, le rat devient malade, ne va pas en mourir, et c'est justement, vous avez créé une population de rats qui va éviter les postes d'appâtage. Hein? Donc, je ne sais pas si ça donne réponse. L'idéal, ce serait que je vienne avec au Maroc et que je vienne voir le client auquel tu penses. Voilà, comme ça, on évalue ensemble. Est-ce qu'il y a une question complémentaire? Merci. En tout cas, tu seras bienvenu, Nicolas, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors, il y a des questions également sur un point qu'il faut souligner, c'est l'odeur. Alors, il y a une question de M. Slimane qui rappelle que les formulations EC, quelquefois, sont, pour reprendre ces termes, formulées dans des solvants qui nous empêchent de les appliquer à l'intérieur des établissements, contrairement aux formulations SC. Et il parle ici de l'odeur du produit. Et il y a également, dans le même sens, il y a M. Mustafa qui nous précise que est-ce qu'il est possible de le mettre dans des endroits fermés, des zones de stockage peu ventilées à cause toujours de l'odeur. Donc ça, c'est quelque chose qui revient souvent, on peut en témoigner, Pan, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, c'est cette notion, on veut de l'effet choc, on veut un produit polyvalent d'usage, on cherche l'efficacité, mais pour les intérieurs, il ne faut pas l'odeur. Alors, est-ce que vous avez une recette magique? Oui, alors, tout d'abord, je rejoins ce que vos clients disent. Hein. Une formulation EC aura toujours, suite au solvant qu'on utilise, une odeur plus présente qu'une formulation SC, une suspension concentrée, au moment de l'application. Ça, je suis d'accord. Maintenant, moi, la première chose que je dis à mon client, quand je suis en train d'appliquer, doit garder ses distances, voire ne pas être présent dans le local. C'est un principe de sécurité. Ouais. Alors, si vous respectez la concentration,
et que vous avez l'opportunité de laisser sécher correctement et de ventiler le local après traitement, il ne devrait pas y avoir d'odeur résiduelle. L'odeur résiduelle qui peut persister, c'est quand on a surdosé ou qu'on ne sait pas ventiler par après. Alors, une petite règle, c'est si vous faites une thermonébulisation, le temps de réentrée est de 6 heures. Donc, ça veut dire que votre client doit rester en dehors des locaux traités pendant 6 heures. En principe, c'est l'applicateur, si vous respectez les bonnes pratiques, c'est l'applicateur qui va faire l'aération des locaux. Pourquoi? Parce que votre client ne dispose pas des EPI pour rentrer dans les locaux traités. Et donc, ce sera l'applicateur qui pourra aussi évaluer si l'odeur est persistante, oui ou non. Ouais. En nébulisation à froid, les ULV, hein, là, le temps d'entrée est de 4 heures. Et puis, on aère correctement. Si vous respectez ces règles-là, l'odeur ne pourrait pas être un problème. Maintenant, soyez quand même prudent. Si vous avez des halls de stockage avec, par exemple, des fèves dedans, des noix dedans, du café, toutes des matières organiques, aromatiques et des sacs en jute, là, évidemment, vous avez un risque. Donc, à ce moment-là, vous devez en principe mettre une couverture étanche en polypropylène au-dessus des sacs de jute. Hein. Le Tinox EC ne sert pas à traiter les matières premières. Pour cela, nous allons utiliser des gaz comme la phosphine. Hein. Voilà. Je ne sais pas si ça donne une réponse, hein, mais donc, 1, respect du dosage. 2, respect des temps d'entrée. 3, aération par l'applicateur. C'est l'applicateur qui va évaluer. Et prudence avec les matières organiques, hein, les matières premières qui vont se retrouver dans notre chaîne alimentaire par la suite. Nicolas, en général, effectivement, sur les zones avec des denrées alimentaires, des produits stockés, notamment qui sont peuvent être potentiellement absorbants, en quelque sorte, au niveau de ce qu'il peut y avoir dans l'environnement, notamment les odeurs, on préconise tout simplement de travailler hors présence alimentaire. C'est la meilleure précaution qu'on puisse prendre. Et la deuxième chose, en général, ce qu'on conseille, c'est d'élargir le délai avant entrée. Essayez de jouer sur les jours de fermeture, les heures de fermeture de vos clients, pour essayer de venir peut-être traiter juste avant et profiter de ce jour de fermeture. Ça vous donnera une fenêtre de 24 heures peut-être pour éviter ces parties-là. Il faut aérer bien sûr après le délai qui est donné par Nicolas, mais plus l'aération est longue avant la rentrée des personnes, moins on a ce problématique d'odeur. Mais c'est quelque chose, c'est vrai, qui revient assez souvent, c'est cette odeur sur le Tinox. Je pense, Nicolas, qui est lié à la matière active, hein, c'est ça, hein, qui est lié à la matière active, mais aussi, surtout, en effet, hein, les solvants utilisés dans la formulation. Ouais. Maintenant, il faut savoir, comme Ronnie l'a dit en début de présentation, Armosa défend la pyrètre naturelle. Et la pyrètre naturelle se détériore très, très rapidement, va se décomposer en 24 heures. Et nous développons actuellement des nouvelles formulations qui sont même acceptées en stockage alimentaire bio. Et donc, pour ce type de stockage-là, ça pourrait être une solution à court terme parce que nos formulations sont prêtes. Nous sommes en plein dans les processus d'autorisation à travers le monde entier, hein, Ronnie. Donc, voilà. D'accord. Ça peut être très intéressant, notamment ici, ça touchera la réglementation de l'ANSA, c'est-à-dire la protection des végétaux. Hein, c'est quelque chose qui peut être très intéressant également au Maroc. Il y a peut-être une dernière question avant qu'on nous donne un complément sur une autre question sur laquelle je demande un complément. C'est la question sur le prix qui a été posée par M. Chemsi. Ronnie, alors c'est pour toi, Ronnie, c'est toi qui as droit. Nicolas, t'es sauvé, c'est bon. Alors, Ronnie, ne croyez-vous pas que le prix Tinox reste largement cher en le comparant avec les autres insecticides d'1 litre? Nicolas, tu peux répondre, s'il te plaît? Oui. Je vais dire, la qualité a un prix. Qu'est-ce qui coûte surtout dans votre métier? Hein? C'est se déplacer, votre temps de travail. Si vous devez retourner une deuxième, une troisième fois chez votre client, ça coûte cher. Ça, c'est un fait. Ouais?
Donc, oui, c'est vrai que le Tinox n'est pas l'insecticide le moins cher, mais il faut tout le temps calculer qu'est-ce que ça donne en coût sur le terrain. Donc, vous devez, un, voir le coût de votre produit et deux, voir le coût de votre intervention dans sa totalité. Dans le pest control, j'ai géré une équipe de 100 personnes. Ce qui me coûtait de l'argent, c'était les visites sans résultat. C'est ça qui me coûtait de l'argent. Donc, oui, je choisissais pas toujours le produit le moins cher, mais j'avais comme objectif d'aller une fois chez le client, d'offrir des résultats parce que c'est ça que mon client veut. Et cette façon-là, je fidélise mon client à mon service. Voilà. Je sais pas si ça donne une réponse. Hein. Peut-être pas la réponse espérée qui était la remise de 50% sur le Maintenant, produit. On est voilà. preneur également, mais À l'achat de 10 cartons, il y a toujours des négociations. À l'achat d'un camion, les prix sont dégressifs, sans doute, hein, chroniques. Mais d'accord. ça, je les ai Oui, déterminés. on part toujours en camion et conteneurs. Pas par, Oui, bien sûr, bien sûr. mais, non, mais oui, ok, je comprends très bien parfois les gens ou le marché, voilà, par rapport les autres produits qui sont sur le marché, le produit, le prix est un peu plus élevé que les autres prix, mais en même temps, la matière qui est dedans, c'est une matière totalement différente des autres produits pyréthrinoïdes qui sont sur le marché comme la deltamétrine, alpha-sépermétrine, permétrine, etc. Ça, c'est une matière totalement différente on a passé plusieurs années pour créer ce produit avec une formulation EC qui est stable, avec des solvants d'une haute qualité pour garder cette matière stable et rémanente, pas rémanente, plutôt effective quand c'est appliqué, quand c'est dédié avec une formulation EC. Toi, comme un organophosphoré, un dossier organophosphoré bien défendu en Europe et qui sera défendu pour plusieurs années, il y a de renouveler, redéfendre ce dossier en 2025. Donc, il y a même des coûts derrière le produit qui ne sont pas évidents, qui ne sont pas clairs pour le marché global, même pour le marché européen. Et comme Nicolas vient de le dire, callbacks, c'est le truc, c'est la pire chose qui peut se passer avec un prestataire parce que Le callback, c'est les réclamations. Hein, les les réclamations. réclamations, c'est des réclamations parce que voilà, vous allez perdre votre temps sur la route pour aller refaire le même exercice plutôt pour les punaises de lit ou pour les infestations horribles. Avec le Tinox C, on sait très bien que ce sera une seule application et le client, même le prestataire, sera satisfait. Ouais. C'est un choix aussi qu'il faut faire stratégiquement parce que c'est un produit quand même qui est assez stratégique. Donc, il faut pouvoir l'utiliser dans des circonstances. Il est assez large, il est assez polyvalent d'utilisation, mais pour essayer d'aller dans le sens également de CHMC, je comprends ce qu'il dit. C'est que comme on a un coût de main-d'œuvre qui est un peu moins cher, c'est vrai que la part produit est plus élevée, mais elle reste, comme dit Nicolas, minoritaire. La part produit, normalement, dans votre facturation, dans votre coût de traitement, elle reste minoritaire. Mais je pense que M. Chemsi fait référence à des produits conventionnels à base de périthrinoïdes qui sont vendus beaucoup moins cher. Et là, il faut comparer ce qui est comparable. On parle d'un organophosphoré, du dernier organophosphoré qui est sur le marché, qu'il faut défendre parce que les organophosphorés, historiquement, pas historiquement, mais en tout cas, ils n'ont pas forcément bonne presse, alors que l'azamétyphos a démontre des caractéristiques de sécurité qui sont indéniables. C'est pour ça que c'est le seul qui est encore présent, mais croyez-moi, ça coûte très cher de soutenir des homologations. Oui. Et je profite pour remercier Ronnie, qui a pris en compte par avance, parce que j'essaie d'être aussi le défenseur de nos clients, qui a pris en compte par avance cette problématique. Et on va se dire simplement qu'on a des conditions qui sont un peu plus avantageuses
au Maroc que ce qu'il pourrait y avoir ailleurs, n'est-ce pas, Ronnie? Donc, c'est quelque chose qui ont été pris en compte par le fabricant, mais on ne pourra pas aller sur les niveaux de prix qu'il y a ailleurs, puisqu'il y a du détail de formulation et puis surtout une pérennité. On veut vous proposer des produits qui ont toutes les chances ou toutes les probabilités d'être maintenus. Et pour ça, il faut un effort de soutenance de la matière active et puis de la formulation de la part du fabricant. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve chez Armosa. On va avancer sur la toute dernière question. C'était la question qui était demandée sur le bromatox. On m'a demandé quel est le temps d'attaque chez les rongeurs dans un poste d'appâtage. J'ai demandé une précision pour comprendre ce qu'était le temps d'attaque et on m'a répondu le délai avant consommation. Donc là, encore une fois, c'est lié au produit, mais également au comportement des espèces. Oui, je vais donner un peu une explication technique là-dessus. C'est que c'est là l'importance d'avancer les contrats périodiques vers vos clients. Ça veut dire que vous avez des contrats de maintenance où vous allez périodiquement, tous les mois, voire tous les 2 mois, visiter le client et reconditionner les bacs. Parce que s'ils sont toujours dans l'appel curatif, donc ils font appel qu'à vous au moment où ils voient les rats, ça veut dire s'ils voient les rats, il y a déjà probablement une famille qui s'est installée. Vous savez, ça va très vite. En un mois de temps, vous avez 10 rats et après 2 mois, vous avez près de 100 rats. Ouais. Et le rat est néophobe. Donc, si vous allez faire un traitement curatif chez votre client, le rat a ses habitudes sur son territoire. Donc, il a son lieu de nidification, il a son lieu où il va se nourrir et il a son lieu où il va s'abreuver. Et à ce moment-là, il a ses pistes fixes pour parcourir son territoire à l'abri des dangers, donc à l'abri de votre vue, mais à l'abri des chats et des autres rapaces qu'il peut y avoir. Et donc, à ce moment-là, le rat, il mettra peut-être 1 mois, 2 mois. Parfois, il rentrera jamais dans ces bacs en plastique. N'oublions pas, c'est un bac en plastique à partir de pétrole. Et pour un rat, ça pue le pétrole. Alors, il n'a pas envie de rentrer dans cette maison noire que vous posez le long d'un mur. Pourquoi il y irait? Il a de quoi manger, s'abreuver et dormir. Par contre, un rat est à la quête d'un nouveau territoire et au moment qu'il arrive sur un nouveau territoire, tout est étrange pour lui. Tout est nouveau, tout est neuf. Et il accepte les dangers présents à cette quête de nouveaux territoires. Il va accepter les dangers qui sont présents. Il est dans un autre modus de vie. Et quand il va arriver près d'un hôtel, près d'une résidence, il y a un bac présent, comme il y a une poubelle, comme il y a un panier, comme il y a un seau d'eau sur la terrasse, comme il y a un canapé sous le toit. Tout est neuf. Et là, le bac est conçu de telle façon que le trou est un diamètre idéal pour aller s'abriter. Le rat cherche un endroit où s'abriter et il croise le bac et à ce moment-là, il rentrera peut-être le jour même ou le 2e jour qu'il est sur son nouveau territoire dans le bac. Et c'est pour ça qu'il faut mettre des bacs en permanence chez vos clients. Si vous n'aimez pas de mettre du toxique en permanence pour éviter la création de résistance, mettez des bacs avec des blocs non toxiques à la limite. En Europe, ça devient une obligation. En France, par exemple, vous ne pouvez pas mettre du produit toxique en permanence, mais nous avons les mêmes blocs que le bromatox, mais en non toxique. Donc, c'est la même matrice alimentaire. Le rat a l'habitude de rentrer dans le bac. Il pose la piste d'odeur qui va être suivie par les autres rats. Et à ce moment-là, quand vous passez en toxique, l'acceptation d'appât se fera en ayant les 24 heures. Donc, essayez d'expliquer ça à vos clients. Pourquoi l'importance déjà de mettre un dispositif en place avant qu'il y ait des problèmes? Dans notre métier, on préfère travailler en prévention que de devoir travailler constamment en curatif. C'est la prévention aussi qui crée la meilleure marche. C'est une culture à développer effectivement, Nicolas. Merci pour cette explication. Merci pour l'interaction de chacun. Il y a plusieurs points qui ont été très intéressants, mais on retient que déjà la lutte est basée sur le comportement des espèces. Nous avions fait un webinaire début janvier sur ce sujet-là. C'était très intéressant, très important. Rappelons également que le Tinox, parmi les points qui étaient importants, qui ont été précisés, c'est sa résistance à la chaleur,
sa capacité de rémanence, mais également sa dégradabilité dans l'eau pour éviter tout impact négatif sur le long terme, notamment sur l'environnement. Il a été précisé de doubler la dose sur les surfaces non poreuses de manière à garantir la disponibilité de la matière active. On a remarqué également un point important, c'était sur la dératisation sur le Rhomatox. Quelquefois, les apparaticides sont tellement vulgarisés qu'on se dit qu'un bloc et un bloc, finalement, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Les blocs peuvent être les mêmes dans la forme, mais dans la formulation, c'est un art. Il faut savoir mélanger la matière active, choisir ses composants et arriver avec un produit qui soit fiable. Attention, attention dans vos choix de raticides et dans vos choix de produits. Je suis d'accord avec Nicolas, le prix n'est pas la seule référence, tout comme vous dites constamment à vos clients que le prix ne doit pas être leur seul critère de jugement de vos prestations. Donc, vous également, le prix ne doit pas être le seul critère de jugement des produits, puisque vous êtes bien entendu des professionnels et des experts. Et puis, le 50 grammes qui a été précisé tout à l'heure, on va me poser la question peut-être tout à l'heure en me demandant pourquoi nous avons encore un tout petit peu, on doit avoir même pas 100 kilos encore en stock du 100 grammes. On a lancé une production et on a eu cette discussion avec Ronnie, on le remercie, puisqu'on a écouté vos retours et c'est vos retours qui nous ont poussé à partir sur un grammage de 50 grammes. Donc, ce sera un bloc de 50 grammes avec un crochet qui sera disponible prochainement. Et vous recevrez bien entendu l'information par email ainsi que par WhatsApp. On remercie énormément Ronnie et Nicolas pour la mobilisation, pour la préparation du webinaire. On nous souhaite à tous une bonne continuation et puis un bon rétablissement, Ronnie également. Merci. Avec grand plaisir. Merci Nicolas pour l'engagement et pour la discussion technique qui a permis d'éclairer un peu les débats. Merci à tous pour votre interaction et pour ceux qui ont bien voulu partager leur retour terrain, parce que c'était ce qui était important aujourd'hui. Et on termine par remercier également Anouar, particulièrement, qui a beaucoup travaillé sur le visuel et la communication, et Sihem également sur des aspects de coordination et de relance pour vous accueillir convenablement sur ce webinaire. On vous dit donc à la prochaine fois. Nicolas, Ronnie, dès que vous êtes à Casa, au Maroc, n'importe où, vous faites signe et vous serez les bienvenus pour un dîner, pour aller sur le terrain impliqué du Tinox, pourquoi pas, si vous le souhaitez. Merci à tous. شكرا على الحضور ديالكم. تبارك الله عليكم. ونتمنى إن شاء الله نشوفكم من قريب. تحياتي لكم. À bientôt et très bonne Merci tout le monde. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.